Je vous emmène avec moi dans la jolie tempête de la maternité. On va parler bienveillance, doutes, les up and down, sans tabou et dans la bonne humeur. Bienvenue dans Happy Maternity, le podcast qui va booster ta maternité. Bonne écoute! Hello, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast où j'ai voulu aborder avec vous les points clés d'une préparation à la naissance. Vous êtes beaucoup à me poser un tas de questions sur les différences entre les préparations avec une sage-femme, avec une kiné, éventuellement avec une doula, ou pas du tout, suivre son instinct, lire des livres. En fait, ce que j'ai envie ici de vous donner, c'est les points qui, selon moi, sont importants dans une préparation à la naissance et dont on n'a pas trop connaissance ou conscience, en tout cas, surtout lors de la première grossesse. On va plutôt répéter ce qu'on a entendu, vu, ce que nos amis ont peut-être fait, ce qu'on a pu lire dans la presse. Et donc là, ce que j'ai envie de vous donner, c'est de vous donner tous les points clés, savoir ce qui est important et ce que vous avez la possibilité d'avoir dans vos préparations à la naissance. Et après, vous ferez votre marché en fonction de ce qui vous convient. Parce qu'évidemment, il n'existe pas une seule et unique préparation à la naissance qui est parfaite. Je ne peux pas vous dire, allez faire chez la sage-femme, vous aurez tous les outils nécessaires. Je ne peux pas vous dire, allez chez le kiné, vous aurez tous les outils nécessaires. Ou d'aller lire tel et tel livre et vous aurez tout. Non, évidemment que non. Par contre, c'est important, en fonction de vos envies, de ce que vous voulez, que vous sachiez où aller chercher telle ou telle information. Ça, c'est vraiment mon objectif, ma passion. C'est pour ça que j'ai développé l'accompagnement Happy Maternity. C'est surtout parce que je trouve que nous ne donnons pas suffisamment de clés aux mamans. Elles avancent un petit peu à l'aveugle. Et là, moi, ce que j'ai envie, c'est que vous ayez toutes les infos pour savoir ce que vous devez faire pour pouvoir avoir la grossesse, l'accouchement et le postpartum qui vous convient, dans lequel vous êtes épanoui. On sait dans les chiffres, là je vais vous sortir des chiffres mondiaux, donc dans la population mondiale, on voit qu'on est à 20% plus ou moins de femmes qui auront une dépression en postpartum, donc une vraie dépression, pas simplement le baby blues qui peut arriver, on en reparlera. Mais donc du coup c'est important de se dire, ok, on a quand même 2 femmes sur 10 qui vont avoir une dépression, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'auront pas spécifiquement l'étiquette d'avoir une pathologie, donc une dépression, d'avoir un vrai suivi, un arrêt, mais qui auront simplement peut-être un syndrome dépressif ou qui auront des moments qui vont être très très difficiles. Et donc voilà, ça, depuis mes 15 ans d'expérience, ma vie aussi moi de maman, eh bien je me rends compte qu'on n'a pas du tout assez, on n'est pas assez préparé, on n'a pas assez de soutien, alors que vous savez mon opinion sur les femmes. Les femmes, quand elles décident d'avoir un enfant, eh bien, parfois elles ne le savent pas tout à fait à ce moment-là, mais elles font quand même don de leur corps. Il ne faut pas oublier qu'une grossesse, ça met en danger aussi votre vie, même si dans la majorité des cas, tout se passe très très bien. Mais une partie de votre corps, en fait, va participer, aider à soutenir cette vie qui est à l'intérieur de vous, ce qui va apporter pas mal de changements, parfois pas toujours compris. Et donc, du coup, voilà. Je vais essayer, parce que vous savez bien que je suis passionnée par ce que je fais, et du coup, j'ai tendance à parler trop et à partir dans tous les sens. J'ai essayé de me structurer, j'ai même préparé une petite feuille avec mes différents points clés pour ne pas m'égarer. Et aussi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live pour la première fois, tout à l'heure du midi. Et je vous avoue que je suis un tout petit peu... Pardon, j'ai pris une gorgée de thé, je suis un tout petit peu stressée. J'ai pas l'habitude de faire ça, je sais que ça ne se voit pas souvent, que je peux être un peu stressée. Je masque un petit peu, voilà, c'est un petit peu une forme de protection, mais en même temps, j'essaie de me laisser porter par ma passion, qui est de vous transmettre. Et si je peux même aider ne fût-ce qu'une seule femme qui va se dire « Ah ok, j'avais pas eu cette information » et que ça peut l'aider, même un tout petit peu, voilà, moi, c'est ça qui me rend heureuse. Ça, je suis super contente. Donc voilà, donc je dépasse mes peurs un petit peu et je lance un live en me disant « On sait jamais, peut-être qu'il y a une jeune femme qui va passer par là puis qui va se dire « Waouh, hyper intéressant, ça je ne savais pas », qui va pouvoir prendre cette info. » Et donc même... si c'est qu'une seule personne, mais moi je serais super heureuse. Et donc c'est pour ça que je me dépasse tous les jours pour essayer de vous apporter un maximum d'infos. Alors,
sans plus tarder, on y va. Les points clés, selon moi, pour une préparation à la naissance, que vous devez retrouver donc dans votre préparation, la première chose, c'est d'abord qu'on vous explique qu'est-ce qui se passe, un minimum. C'est-à-dire qu'une grossesse, souvent, les gens visualisent simplement un ventre qui grandit avec un bébé qui est dedans. Et donc, on a des réflexions des fois de « oui, mais incroyable, ma femme, elle est enceinte de 6 semaines, ça ne se voit pas, et elle est déjà essoufflée quand elle monte les escaliers. » Oui, en fait, parce qu'on sait que lorsqu'il y a une nidation, une fois que la grossesse se met en route, on va avoir une fréquence cardiaque qui augmente 10, 15, parfois 20 battements par minute. Vous allez avoir un foie qui travaille beaucoup plus, des reins qui filtrent beaucoup plus, et donc on a un besoin accru en oxygène. En fait, on est une usine à fabrication à être humain. Donc tous nos organes travaillent énormément pour pouvoir faire en sorte que cette vie puisse se développer. Et donc, maman respire pour une autre personne aussi. Et donc, forcément, quand elle fait un effort lambda, eh bien, elle doit apporter plus d'oxygène. Et le début de la grossesse, c'est vraiment le moment où le corps doit s'adapter, se dire « Ok, waouh, tout d'un coup, j'ai d'autres choses à faire. Comment est-ce que je vais m'adapter ?» Ça va être plus facile en général au 2e trimestre. Mais c'est des informations qui sont intéressantes de savoir parce qu'il y a la question, moi, qui me revient tout le temps. Les jeunes femmes me demandent « Mais est-ce que c'est normal ça ? Est-ce que c'est normal ça ?» Et donc, je trouve qu'une préparation à la naissance, vous devez avoir un minimum d'informations. Est-ce que c'est normal d'être fatigué ? Le nombre de femmes qui me disent « Je culpabilise, je suis enceinte et je n'arrive plus à rien faire, je suis crevée du matin au soir, c'est pas normal. » Si, en fait, vous n'êtes pas occupé à rien faire. Vous êtes déjà occupé à 100% chaque minute, chaque seconde, même quand vous dormez, à fabriquer un être humain. Et donc, vous avez quelqu'un qui est occupé à faire en sorte que toute votre corps, votre énergie physique, elle va être, enfin pas toute l'énergie, mais une partie va être déviée. Mais c'est ça aussi au niveau psychique, parce qu'il se passe énormément de choses aussi à ce moment-là. Certaines femmes font des cauchemars, vont avoir des angoisses, des stress. Je vous ai dit que le cerveau se modifiait. Le cerveau va se contracter pendant la grossesse et certaines zones vont être plus stimulées. En fait, c'est pour vous rendre méga efficace dans l'alerte, dans les réactions de protection que vous devez avoir parce que tout votre corps sait que vous devez protéger un être humain. Et donc, vous allez avoir des réactions parfois excessives de stress et en même temps, vous vous dites « Oui, mais enfin bon, j'ai l'impression que j'ai plus aucune mémoire, je suis plus capable de retenir, d'être aussi vive pour d'autres choses. » Oui, parce que votre corps fait des choix et votre cerveau fait la même chose. Il s'adapte. Alors cette contraction, donc elle a été prouvée scientifiquement, on sait que donc si vous voulez, le diamètre de votre cerveau va se réduire, on voit vraiment une contraction, on le voit sur les IRM cérébrales, mais évidemment, il va revenir à sa taille normale, pas tout de suite, on verra en postpartum, mais un peu plus tard. Mais donc tout ça, c'est important de comprendre, ok, c'est normal que je sois distraite, que par exemple, je vais 4 fois dans la même pièce, je ne sais plus ce que je veux prendre, ou qu'au boulot, on m'a trouvé un peu moins concentrée. Mais par contre, que je me réveille en pleine nuit parce qu'il y a un tout petit bruit, ou que je sursaute dans la rue parce qu'il y a eu quelque chose, ou que j'étais hyper émotive quand on m'a annoncé telle ou telle chose. En fait, c'est votre corps qui se prépare et il met lui-même ses priorités. Sauf que dans notre société, c'est vrai que on se dit juste, elle est enceinte, elle a juste un ventre qui grandit. Bon, on va peut-être lui céder notre place pour qu'elle puisse être assise. Voilà, il y a très peu d'adaptations. En fait, on banalise énormément la grossesse. Et donc, je n'aime pas cette phrase quand on dit « c'est pas une maladie ». Non, mais c'est un sacré don de soi. Et donc, il y a des femmes qui vont être en pleine forme pendant leur grossesse et d'autres pas du tout. Et donc, c'est pas un souci, il faut absolument pas culpabiliser. Je répète à toutes mes mamans, en fait, vous n'allez pas être enceinte 1000 fois dans votre vie. Ça ne va pas arriver 1000 fois. Et donc, c'est intéressant de prendre ce temps, soit de vous dites, mais moi j'aime bien aller au boulot, je me sens bien, je suis en forme, ça me fait du bien, ok, allez-y. Mais si vous n'êtes pas en état, on ne culpabilise pas, on en parle au médecin, il y a des arrêts qui existent pour ça, pour pouvoir prendre soin de vous. Et donc voilà, c'est simplement pouvoir vous écouter. Donc je pense que dans une première partie, c'est important qu'on vous explique un petit peu les petits changements qu'on peut avoir sur les abdominaux, sur le périnée. Ça, c'est mon côté un peu kiné-ostéo, où on essaye aussi de vous expliquer qu'il faut faire un peu de préventif parce qu'on sait qu'il y a des pathologies comme le prolapsus par exemple, donc ça c'est les organes qui descendent, qui s'en vont, ou les petites fuites urinaires, donc le fait de perdre quelques gouttes d'urine quand on tousse ou quand on éternue. On sait qu'il y en a beaucoup qui vont se fabriquer pendant la grossesse et en postpartum immédiat. Et donc on va faire du préventif aussi juste en expliquant 2-3 petits éléments, la façon dont se relever par exemple. C'est important de ne pas faire d'hyperpression abdominale, donc de ne pas créer de poussée sur le ventre, parce qu'il y a tout un changement hormonal qui fait que vos tissus sont plus mous. Donc,
les tissus de soutien, votre plancher pelvien, il est un peu plus relâché, c'est normal, il se prépare au passage d'un bébé, et donc il n'assure plus exactement bien son rôle, et en plus il a du poids sur lui. Donc si vous passez votre temps à faire, je vais dire des bêtises, un exercice de crunch abdominal ou de vous relever 56 fois du canapé par jour, chaque fois en poussant sur votre ventre, c'est un petit peu ennuyant parce que vous poussez sur tout un système ligamentaire, donc toutes des petites cordes qui soutiennent vos organes, l'utérus, la vessie, vous poussez dessus. Alors ça ne veut pas dire que si vous le faites 3 fois, il y aura un problème, bien sûr que non. C'est la répétition qui va poser problème. Mais donc une fois que vous avez toutes ces infos, moi je trouve que c'est déjà très très chouette de savoir où vous allez, de ne pas culpabiliser, et puis pour le compagnon de savoir aussi, ou la compagne, le coparent qui va être avec vous, de comprendre ce qui se passe en fait, de comprendre qu'à ce moment-là vous avez besoin de soutien, d'aide, même si la femme, on le sait très bien, a cette capacité de se dire je suis faite pour ça, je n'ai pas besoin d'aide, toutes les femmes le font, donc je vais me débrouiller toute seule. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a quelques-unes qui vont s'y retrouver, mais moi je l'ai vécu comme ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui le vivent comme ça. Alors que moi, je trouve que c'est un des meilleurs moments pour pouvoir accepter l'aide et le soutien des autres. Il faut juste encore que vous compreniez ce qui se passe et que l'autre, l'entourage aussi, puisse comprendre. Donc ça, c'est une première clé que je trouve importante, qu'il faut avoir. Alors parfois, vous aurez ces infos par le gynéco s'il prend le temps. Parfois, ça va être par la sage-femme. Moi, je le fais dans la préparation maternité, mais vous pouvez faire ça chez les kinés. En général, on vous donne quand même quelques infos. Sinon, il faut aller les chercher. Vous pouvez lire des bouquins. Il n'y a pas toujours toutes les informations. Mais en tout cas, il faut que vous compreniez un minimum ce qui se passe. Ensuite, l'autre chapitre qui va être important, c'est évidemment, et ça en général vous le recherchez assez bien, la gestion des douleurs ou des petits tracas de la grossesse. Donc, je donne un exemple, vous avez mal au dos, vous avez mal au périnée, vous avez des petites tensions au niveau du poignet parce qu'il est plus souple, et donc vous avez des petits bobos de grossesse. À ce moment-là, en général, quand vous avez ce genre de problème, vous allez aller voir un thérapeute pour vous aider. Maintenant, c'est important dans la préparation à la naissance. Moi, je donne toujours les informations vous avez tout votre corps qui est un bibé d'hormones qui veut que vous vous détendiez pour laisser passer un petit bébé. Ce qui fait que du coup, on peut avoir des fois des hypermobilités. Donc, ça bouge un peu de trop à certains endroits. Et surtout que la femme enceinte, en fait, elle se tient un petit peu toujours dans la même position, avec la même charge. Et en fait, cet élément répété, en fait, de rester toujours dans la même position avec cette charge et cette hyper-mobilité, que ça bouge beaucoup, ça peut amener des douleurs qui sont transitoires, certes, le temps en général de la grossesse, mais où on peut faire quelque chose. Vous avez peut-être déjà entendu des ceintures pelviennes. Et il y a aussi, ça c'est un petit truc que je voulais que vous sachiez, il y a un petit truc qui fonctionne très très bien si vous avez des douleurs au niveau du dos, bas du dos, voilà, c'est un peu tendu, surtout en fin de journée. Il y a un truc qui est génial, vous pouvez essayer de simplement bouger différemment. Je vous explique, c'est les points, si vous voulez, de tension régulière avec la grossesse qui sont compliqués, parce que malheureusement, beaucoup de femmes restent immobiles, sédentaires, pratiquent un peu moins l'activité physique, vont un peu moins bouger, et donc rien que le fait de remettre du mouvement, vous allez voir que ça va changer vos douleurs. Alors, dans la majorité des cas, pas toujours. Si ce n'est pas le cas, il faut évidemment les consulter. Mais si un jour vous avez ça, posez-vous sur un ballon, si vous avez les gros ballons de grossesse, ou sur un coussin sur votre chaise, et faites des petits mouvements avant, arrière, gauche, droite, en étoile, des petits cercles, de revenir bouger. Ça peut être sur un coussin, un canapé très confortable ou sur votre lit, de venir rebouger à des endroits qui ont moins l'habitude d'être mobilisés. Et vous pouvez faire ça au bureau, si vous mettez un gros coussin ou une bouée, ce que vous pouvez, un peu de mou. Et si vous avez rien, vous faites sans rien, peu importe. Et vous faites des petits mouvements, vous vous grandissez, vous vous racrapotez, vous allez à gauche, à droite, des mouvements circulaires avec votre bassin. Et je vous promets qu'en général, vous faites ça quelques minutes et vous répétez chaque fois que vous avez des tensions, vous allez sentir que la douleur, elle se réduit parce qu'en fait, vous allez solliciter d'autres endroits. Et donc, ça, c'est déjà un premier élément clé que si vous avez cette information-là, vous ne stressez pas parce que vous avez mal, vous savez pourquoi c'est là, sans doute une hyperlaxité, mais par contre, on peut trouver des petits outils et des petits trucs pour vous aider. Donc voilà. Tous des petits tracas, il y a aussi le tracas digestif par exemple, il y a la position qu'on peut vous montrer, vous expliquer qu'il faut fractionner quand vous mangez. Mais ça c'est plutôt un chapitre où en général effectivement vous allez plus être en demande si vous avez ces symptômes.
Mais donc il y a beaucoup de symptômes qui sont tout à fait normaux. Je pense au rapport amoureux aussi. Il y a des femmes qui vont avoir une hypervascularisation au niveau du petit bassin, donc au niveau des lèvres, et qui lors des rapports amoureux vont par exemple dire c'est beaucoup moins lubrifié, ou je suis beaucoup plus sensible, c'est plus compliqué pour moi d'avoir des rapports. Et bien beaucoup de femmes me disent mais est-ce que c'est normal d'avoir les lèvres un petit peu plus gonflées comme ça ? Oui, donc effectivement, ça peut arriver. Mais si vous ne savez pas que c'est normal, eh bien, du coup, ça peut vous stresser le couple et la sexualité qui peut être modifiée, ça on le sait. Donc ça, c'est aussi des points clés dont on va parler. Moi, je discute toujours un tout petit peu la sexualité qui est modifiée dans le couple parce que c'est important. N'oublions pas que le couple, en fait, c'est le socle de la famille que vous êtes occupé à créer. Et donc, si ce couple ne fonctionne pas, il y a un moment donné où vous allez vous retrouver avec des enfants qui ont 18 ans et il n'y aura plus de couple en fait. Et donc, vous n'aurez plus envie de rester avec la même personne. Et le couple est mis à rude épreuve. J'appelle la jolie tempête de la maternité. C'est vraiment une tempête. Et donc, c'est important aussi d'avoir quelques points clés pour solidifier un petit peu le couple et leur expliquer, voilà, votre sexualité, elle va être modifiée, mais il y a des choses qui vont revenir évidemment. Mais donc le fait de savoir, ça permet d'anticiper et de se dire en pleine tempête, ok c'est bon, on va tenir le coup. Un troisième point clé que je trouve important, c'est de travailler évidemment, c'est quoi une contraction utérine ? Pourquoi ? Parce que plus vous allez comprendre comment ça se contracte, qu'est-ce qui se passe lors d'une contraction utérine, plus vous allez pouvoir vous approprier. C'est quand même le seul moment de votre vie, un des seuls moments de votre vie, où vous allez avoir mal, mais que ce n'est pas parce qu'il y a un danger. En général, le signal douleur est envoyé parce que vous avez un besoin de protection. Par exemple, vous mettez votre doigt sur une plaque qui est occupée à brûler, vous mettez dessus, ça vous brûle, ça commence à brûler la peau, hop, vous retirez avec signal de douleur pour pas que ça vous brûle, sinon toute votre main va être brûlée. Donc, le signal de douleur est en alerte pour vous faire réagir. Ici, c'est aussi un signal de douleur pour vous faire réagir, mais surtout pour vous dire, il y a un bébé qui arrive. Et donc, pour que vous soyez là, focus, concentré sur ce qui est occupé à se passer. Et donc, pouvoir se dire, ok, je vais apprendre à gérer cette douleur de contraction, apprendre qu'il y a différents outils, mais ce qui va être hyper important, c'est pas de le faire 2 semaines avant la grossesse, avant l'accouchement. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir apprendre à vous connaître face à la douleur. Qui vous êtes ? Comment vous gérez vos douleurs habituellement ? Ça demande un tout petit peu d'introspection. Et puis après, on se conditionne très tôt. Le cerveau est capable de se moduler de façon très importante face à la douleur. Eh bien, on va vous donner des outils, mais c'est pas un outil que vous allez pouvoir utiliser la veille. C'est pas possible. Il va falloir Alors, c'est pas possible. Il y a de l'auto-hypnose qui est possible. C'est pas parce que là, imaginons que vous devez accoucher demain, que vous n'avez pas fait de préparation. Pas de panique, il y a des choses qu'on peut faire sur le moment, sur l'instant T, même si c'est parfois être moins efficace ou moins accroché, mais il y a des sages-femmes qui font en pleine salle d'accouchement de l'auto-hypnose. Il y en a certaines. Voilà, il y a quand même des points clés que vous pouvez vite récupérer. Mais l'idéal, c'est quand même de se préparer en amont et d'apprendre ces petits outils qui sont assez simples, de choisir aussi l'outil qui vous convient, parce que c'est pas parce que une de vos collègues, par exemple, je sais pas moi, l'auto-hypnose ou l'hypnose, ça marche méga bien, et peut-être que vous, ce qui va très bien fonctionner, c'est les points triggers, donc appuyer sur certains points, le sacrum par exemple, et que ça va vous aider. Une autre, ça va être faire un chant ou faire un son. Bref, mais on va vous apprendre, il y a de la visualisation aussi mentale qu'on peut faire, mais c'est très facile et accessible, mais par contre, ça demande une répétition. Vous devez conditionner votre cerveau. Donc, c'est bien de le faire plusieurs mois en avance pour se préparer progressivement. Donc, il n'est jamais trop tôt pour apprendre cette gestion de la douleur. Donc, votre préparation à la naissance, elle doit aussi vous donner les clés de quel type de gestion de douleur j'ai envie, qu'est-ce qui existe. Donc, vous devez d'abord savoir qu'est-ce qu'il existe. Et ça, on doit vous le montrer, vous le présenter, vous l'expliquer. Vous devez un peu expérimenter. On fait, nous, dans le programme Happy Maternity, il y a un super exercice que moi, j'adore faire, où on peut le faire en couple aussi, qui vous fait simuler, en fait, la douleur des contractions et ok, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Comment mon cerveau a réagi ? Comment mon corps a réagi ? Et qu'est-ce que je vais prendre de ça, utiliser comme outil ? Quelles sont mes préférences d'outils pour gérer la douleur ? Et ça, c'est super chouette à faire. Mais donc, il faut absolument que vous ayez ces informations-là et après, vous ferez votre choix. Ça peut être très bien, je veux la péri dès que j'arrive à la maternité. Ok, pas de souci, effectivement. Alors là, on vous explique c'est quoi la péridurale, quels sont les effets, comment ça fonctionne, comment l'utiliser au mieux, les différents types de péridurale. Donc, il y a toujours des outils à utiliser
pour pouvoir gérer au mieux sa douleur, que ce soit avec ou sans péridurale. C'est vraiment pas important. Je pense qu'on fait beaucoup trop de... Vous allez voir sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vous voulez accoucher sans péridurale ou alors on se prépare pas. Non, pas du tout en fait. Il y a plein de types de gestion de douleur. Si ça se trouve, vous vous préparez en vous disant je ne veux pas la péri et vous l'aurez peut-être. Et inversement. Ça se trouve, vous dites je veux absolument la péri, puis vous n'aurez pas le temps de la voir, ou vous allez très bien gérer, sachant que chaque douleur est différente, chaque contraction est différente, chaque accouchement est différent, chaque femme est différente. Donc ça, c'est un des points clés. Ensuite, hyper important pour moi aussi évidemment, l'autre point clé que vous devez avoir dans votre préparation, c'est comment faciliter la descente de bébé pour accélérer le travail. Oui, si vous savez comment accélérer votre travail, ça veut dire que vous allez souffrir moins longtemps, ça veut dire que votre bébé va moins subir longtemps ses contractions. J'en avais déjà parlé, mais la naissance d'un enfant, le fait qu'il subisse ses contractions et cette naissance, en fait, c'est le plus grand stress physiologique, donc c'est pas juste je suis stressée, c'est un stress physiologique qu'un être humain ne connaîtra jamais de toute sa vie. Ça veut dire qu'un enfant qui vient au monde, il ne s'en souviendra plus, mais il vit un stress énorme. Alors c'est un stress qui a une raison d'être. Il y a des fermetures de cloisons cardiaques, par exemple. Le petit cœur va s'adapter, ses poumons vont s'ouvrir, et c'est le premier contact qu'il va avoir avec de l'air. Donc évidemment, tout ça a une raison d'être, mais malgré tout, il vit son plus grand stress physiologique. Donc c'est chouette imaginons même que vous soyez avec la péridurale tout chill, tranquille, sans souffrir, c'est quand même sympa de faire 2-3 petites choses pour accélérer le travail. Alors ça passe par des positions, souvent ça vous êtes plutôt en demande, donc des positions de travail, pas des positions d'accouchement. Donc un travail, ça dure une norme, c'est 10 à 12 heures pour un premier bébé. Ça peut être 6 heures. Il y a des femmes qui vont contracter pendant 6 heures, puis bébé sera là. Ça peut être 30 heures. Ma première, ça a duré 27 heures. J'étais un petit peu bloquée dans le petit bassin. Mais donc, pour vous dire que quand je vous donne des normes, c'est extrêmement variable dans la grossesse. Mais donc, on peut essayer par des positions déjà simplement. Donc on peut avoir la péri, mais avoir une position adéquate qui va ouvrir, on appelle ça les détroits, mais donc qui va ouvrir la porte plutôt au-dessus du bassin, le bas du bassin, en fonction de où est le bébé. Et donc ça, on vous apporte facilement. Dans le programme, moi j'ai par exemple des fiches avec des photos, parce que je sais qu'on vous donne des infos, mais on les oublie très très vite, et donc on peut glisser ça dans la valise de la maternité. Mais il y a beaucoup de thérapeutes qui font ça, et vous avez des photos. Et donc du coup, ça vous permet de vous souvenir. Alors évidemment, quand je vous parle de tous ces points clés, pour moi, une préparation à naissance se fait à 2, avec le coparent, avec le coach. Je vous dis toujours que je donne l'image de la sportive de haut niveau et de son coach sportif. C'est vraiment ça, en fait, pour moi. Et donc, c'est comme si une sportive de haut niveau me disait « je me préparais toute seule pour aller faire les JO ». Oui, écoute, l'autre, c'est très bien, c'est très chouette, t'en es tout à fait capable, mais c'est quand même un sacré bonus d'avoir quelqu'un qui te coach mentalement et physiquement. C'est le même principe pour moi, pour la grossesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas le faire toute seule, bien sûr que non, mais c'est quand même intéressant, je trouve, qu'un bébé, dans la majorité des cas, pas toujours, on le fait à 2. Et donc, si on a décidé de faire un projet commun comme ça à 2, c'est comme quand on achète une maison à 2 et qu'on divise, on décide de faire un enfant à 2, c'est quand même bien. Déjà, il y en a une qui fait la majorité du taf, ce serait quand même sympa que l'autre puisse prendre quand même ses responsabilités et aider au mieux aussi son bébé à venir au monde. Et ça, il peut le faire donc dans les positions, par des points de contact, des points de traction, des points d'appui qui sont tout à fait accessibles, tout à fait simples, où on ne peut pas faire de bêtises. Mais donc, si vous avez des petites fiches comme ça pour le coparent, c'est vachement utile d'avoir ça. Et on va voir aussi le rôle de l'équipe médicale, par exemple. Et on voit, par exemple, que dans un travail, dans les contractions, il y a une phase qu'on appelle on, c'est la phase où il y a les contractions, et une phase off, la phase de repos entre les deux contractions. Et en fait, on peut ne pas faire la même chose entre les deux, c'est-à-dire que pendant la phase off, vous n'avez pas de contraction, on va stimuler la bonne humeur, la détente par différents types de techniques, où le papa peut préparer des surprises, par exemple, c'est ce que je donne moi dans l'accompagnement, j'explique. Et puis après, dans la phase on, où vous êtes en pleine contraction, là, on va favoriser le passage de bébé, on va essayer de l'aider à descendre, et ça, le coparent peut tout à fait aider. Parfois, les sages-femmes, si elles ont le temps, elles aident, mais parfois, c'est
vraiment pas évident. Les sages-femmes en salle d'ac, elles ont plusieurs mamans des fois à gérer et elles peuvent pas être tout le temps. Si vous avez de la chance et que vous n'êtes pas très nombreuses, elle aura le temps. Mais sinon, elle peut pas tout le temps jouer le rôle du coparent et être là pour faciliter le travail. Donc ça va dépendre. Donc si vous êtes sans coparent, n'hésitez pas à demander à une amie, à votre maman ou à quelqu'un à qui vous êtes relativement proche qui puisse vous accompagner. Ça peut être votre kiné aussi, ça peut être une sage-femme externe. Peu importe, vous pouvez apporter quelqu'un à la salle d'accouchement qui va vous coacher et vous aider et qui, l'idéal, c'est préparer un minimum avec vous. Alors, un autre point clé, évidemment, c'est l'accouchement. Donc, là, je vous ai parlé du travail, mais l'expulsion du bébé, il y a des positions qui favorisent et qui vous aident. Vous apprendre qu'est-ce qui se passe lors d'une césarienne d'une voix basse, parce que vous ne savez absolument pas ce qui va vous arriver. Donc, c'est peut-être sympa de se dire, OK, il y en a qui sont, par exemple, qui ont très peur des césariennes. Je veux pas aller au bloc ou ça me fait peur. OK, on va juste pas en parler très longtemps, mais juste avoir quelques points clés. Voilà, si vous devez aller en césarienne, voilà comment ça se passe et comment est-ce qu'on pourrait rendre ça le plus confortable et agréable. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand même, l'arrivée d'un enfant, bien qu'il peut y avoir des complications, la majorité des cas, ça doit rester une fête. C'est un moment quand même extraordinaire. Il y a votre enfant qui arrive au monde. De nouveau, ça n'arrivera pas 1000 fois. Et donc, quand il arrive, ça doit rester une fête. Et donc, se dire, OK, comment je fais la fête au bloc opératoire? En fait, c'est un petit peu ça. Alors que je vais peut-être être pas bien, être stressée, comment je vais faire pour, quoi qu'il arrive, vivre au mieux mon accouchement. Ça, c'est vraiment les points clés. Et ça demande un certain lâcher-prise aussi, mais qu'on travaille en prépa à la naissance. Et puis après, le postpartum immédiat, c'est hyper important en fait. Et ça, je vais arriver sur les gros défauts des préparations à la naissance, je trouve, dans la majorité des cas. C'est pour ça que j'ai voulu développer Happy Maternity. J'ai voulu regrouper tout ce qui me semblait essentiel et j'ai pas fini. Je peux vous dire que là, il y a des heures d'enregistrement, il y a tellement d'infos précieuses que je vous donne. J'ai encore eu un petit retour là d'une maman qui m'a dit « Mais c'est fou, je suis préparée par une sage-femme, une kiné et j'ai ma gynéco. » Et elle dit dans tes vidéos, on m'a dit des trucs qu'on ne m'avait jamais dit. En fait, on m'a pas donné ces informations-là, je ne savais pas, mais c'est hyper important. Moi, j'avais besoin de savoir ça. Mais elle savait pas qu'elle avait besoin de savoir ça vu qu'on lui avait pas donné l'info. Et donc, le gros défaut, je trouve, des prépares à la naissance, c'est qu'on vous prépare juste à l'accouchement, à la naissance. Or, soyons clairs, dans la maternité et dans la magnifique tempête de la maternité, la grossesse, c'est 9 mois. L'accouchement, je vous ai dit, c'est entre 6 heures et, on va dire, 30 heures. Mais ça s'arrête là, en fait. Alors que la jolie tempête de la maternité, elle va s'intensifier très, 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 très fort en postpartum. Et donc, les femmes se disent « Ok, c'est la fin, j'ai hâte d'accoucher, ce sera fini. » Non, en fait, ça va juste être le début des festivités et donc c'est quand même sympa d'être préparé à ça. Mais donc, c'est compliqué. Moi, on m'a dit Happy Maternity, ça ne marchera jamais. Les femmes ne sont absolument pas au courant qu'elles doivent se préparer au postpartum. Et moi, je me suis dit, à force de faire des informations, d'en parler, de faire des podcasts, si, moi, je vous dis que les femmes sont très intelligentes, elles vont vite comprendre que il faut se préparer, qu'en fait, c'est important. J'ai quand même pas mal de femmes qui me disent, moi, ce qui me fait peur, c'est le burn-out. Moi, ce qui me fait peur, c'est la dépression ou c'est mon corps, mon couple, ma vie professionnelle, mon job, comment je vais faire. Moi, j'ai plein de passions, j'ai plein de projets. Ma vie va s'arrêter, dire ok, non, c'est juste que ça demande un peu d'organisation et de préparation. Mais comme c'est naturel et physiologique de faire des bébés, on fait sans trop se poser de questions en disant c'est naturel, ça va aller. Alors, si vous avez de la chance, vous en sortez très très bien, vous arrivez très bien à manager ça, mais vous aurez forcément des petites variations émotionnelles, physiques qui vont faire qu'il y a des moments qui seront plus compliqués. Et moi, mon objectif, c'est de vous rendre la plus heureuse et épanouie possible durant tout le long de cette tempête, en fait. Alors, donc, dans le postpartum immédiat, pourquoi c'est important ? Nombre de femmes qui me disent « J'aurais bien aimé savoir que j'allais saigner pendant des semaines. En fait, personne ne m'a jamais dit. Ça paraît idiot, mais personne ne m'a dit ça. » Alors, vous allez me dire « À quoi ça sert de le savoir en avance ?» Vous pouvez anticiper parce que je vous assure que les petites protections hygiéniques qu'on vous donne à l'hôpital, elles sont cartonneuses, c'est désagréable à mourir, ça déborde, c'est pas gai du tout. Alors que si vous avez prévu vos petites protections, alors moi, petit tips, je donne les protections, je dis de prendre pour les incontinences urinaires nocturnes, là, les gros trucs, mais qui sont assez souples, que vous pouvez mettre... il faut choisir un peu, ça peut être des ultra-protections que vous avez classiques, mais ultra qu'il faudra changer régulièrement parce qu'on saigne quand même de façon plus abondante que pour des règles. Mais le fait de savoir, on comprend qu'on va être fatigué, qu'il va falloir prendre ça en compte, mettre des vêtements peut-être foncés pour qu'on soit confortable. Enfin bref, on va pouvoir s'adapter et anticiper, mettre ça dans la valise de maternité. Le J3, par exemple, j'en parle dans mes posts, mais
pourquoi personne ne prévient la maman que, attention, vers J3, le 3e jour après accouchement, vous allez avoir une fameuse chute hormonale, une montée de lait qui fait que les seins, on a l'impression qu'on a subi une chirurgie, que vous vouliez allaiter ou pas, vous aurez naturellement cette montée de lait. Et donc, comment je gère cette montée de lait et surtout cette chute hormonale qui fait que on ne se sent pas très bien. Alors, on va le vivre de façon différente chacune, en fonction de l'accouchement, de comment ça s'est passé, notre état de fatigue, en fonction de plein d'éléments extérieurs, votre état psychique de base, tout, l'état de santé de votre bébé. Mais c'est pour vous dire que les sages-femmes avaient à l'époque, parce qu'on restait plus longtemps à la maternité, tout à fait l'habitude de gérer les mamans qui s'effondraient en pleurs en disant « je ne sais pas faire, ça ne va pas, il n'y a rien qui va ». Et la femme ne comprenait pas ce qui lui arrivait à ce moment-là. Or, on le sait, c'est physiologique, c'est prévisible, on peut l'expliquer aux mamans. Je trouve ça hyper important. C'est comme la nuit de Java. Enfin, moi, je me souviens, la première nuit de Java que j'ai passée avec mon petit garçon, j'étais seule à la maternité parce que le papa était reparti avec la grande, il est passé une nuit avec moi, et la deuxième nuit, il est rentré auprès de notre grande fille. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. C'est-à-dire qu'il n'a fait que pleurer. Je le mettais au sein, je me disais, mais c'est pas possible. Il doit mourir de faim, il lui arrivait un truc. J'ai appelé 7 fois la sage-femme pendant la nuit. Et la sage-femme, toute jeune, me répondait juste, vous inquiétez pas, ça va aller. Mais n'a pas pris le temps, par exemple, de m'expliquer, sans doute qu'elle n'avait pas le temps, on est en plein milieu de la nuit, que c'est compliqué. Mais là, personne ne m'a dit, Aurélie, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est la nuit de Java, ça peut arriver, il va être très très agité toute la nuit, ça va passer, rassure-le, sois là. Mais si tu sais ça, tu peux anticiper et tu le gères beaucoup mieux. Alors que si tu es pris dans la tempête, je veux dire, on vous dit demain, il y a une tornade, vous vous barricadez, vous savez gérer, vous avez prévu à manger, hop, vous êtes au taquet. Si par contre, on vous dit rien du tout et qu'elle débarque sans crier gare, là, vous n'êtes pas aussi bien, en fait. Vous n'allez pas le gérer de la même façon. Si vous ne le gérez pas bien, que vous êtes stressé, votre bébé aussi, et donc ça se répercute. Et donc, on vit du coup la maternité, les débuts, de façon pas très rigolote. Donc, c'est important d'anticiper. Si par contre, on le sait que j'ai prévenu le coparent, l'accompagnement, la maman, elle se dit « Ok, J3, ça va être compliqué. J'ai prévu ma lasagne préférée dans le congélateur parce que je surkiffe. Des crasses que j'adore manger, ça donne de la bonne humeur. J'ai prévu ce jour-là que j'ai de l'aide pendant 1h30. Je puisse prendre un bain, me détendre, aller me promener. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle sait. Et quand ça va lui arriver, elle va se dire « Ok, on m'a dit que ça allait arriver. » Je sais, je suis en pleine tempête, mais ce que je sais aussi, c'est que ça va passer en fait. Et je sais que c'est normal. Et ça, je sais que c'est très important. Beaucoup de femmes ont besoin d'être rassurées sur ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Et donc, moi, j'ai des mamans qui arrivaient en pleurs en consultation en me disant « Je suis une horrible maman, voilà ce que je ressens, j'ai fait ça. » Et je la regarde, je dis « Mais en fait, on passe toutes par là. On ne vous le dit pas, personne ne vous a prévenu, mais c'est normal des fois de plus en pouvoir, d'être au bout de sa vie. Ok, mais on va anticiper, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et comment on peut gérer ça. » Donc, il y a le postpartum immédiat qui, moi, est un point clé que je trouve qu'on ne voit pas du tout assez, mais ça commence un peu dans certaines préparations à la naissance, parce qu'on se prépare. Alors, on se dit, je me préparais après. Mais je veux dire, vous venez d'accoucher et je vous dis 2 semaines après, alors attention, à J3, tu vas avoir ça, les saignements, tu vas avoir ça, ton utérus, en fait, il va continuer à se contracter après l'accouchement, ça peut un peu faire mal. Elle va me dire, oui, mais enfin, tout ça, je l'ai déjà vécu, c'est trop tard. Et donc, c'est hyper important d'anticiper, parce que quand vous vous retrouvez face à la situation, vous savez exactement quoi faire pour vous soulager. Et ça, moi, je trouve que ça change toute une maternité. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, le 2e accouchement, on le vit un petit peu mieux que le 1er. Après, il y a le postpartum un petit peu plus dans les 3 premiers mois, où quand même, vous expliquez c'est quoi l'allaitement, pourquoi il y a autant d'allaitements qui ne fonctionnent pas. Parce qu'un allaitement, vous ne le savez sans doute pas, mais ça met 3 mois avant de se mettre en route. Un allaitement, il y a des choses qui vont favoriser l'allaitement et d'autres qui vont mettre à mal l'allaitement. Mais si vous n'avez pas les points clés, comment voulez-vous savoir ? Et donc, on parle de nouveau du principe que c'est naturel et physiologique et qu'on ne doit pas se préparer. Mais je peux vous assurer que je connais des femmes qui sont spécialistes dans l'allaitement, qui ont été formées. C'est extraordinaire, les petits tips et outils qu'on peut vous donner pour favoriser votre allaitement, si c'est votre souhait. Même chose, vous ne voulez pas allaiter, c'est quand même bien qu'on vous explique la montée de lait et comment vous allez devoir gérer le fait de ne pas allaiter.
la fatigue, on apprend à connaître l'enfant aussi, cette culpabilité. Moi, je dis toujours quand la maman elle a un enfant, elle a le joli cadeau de la culpabilité maternelle qu'elle reçoit de façon très très importante depuis des générations en générations. C'est devenu quelque chose d'ailleurs de tout à fait basique. Il y a même certaines grand-mères ou mères qui vont faire culpabiliser les nouvelles mamans parce qu'elles-mêmes ont subi ce traitement-là et donc qui vont aussi faire des injonctions. Ne prends pas trop ton bébé, tu vas le rendre capricieux. C'est à cause de toi que ce bébé ne dort pas. Regarde, il pleure, c'est que tu n'as pas assez de lait dans tes seins. Enfin, on va donner on va faire des jugements en fait sur les jeunes mamans et c'est souvent les femmes qui font ça parce qu'elles-mêmes ont subi ces jugements-là de génération en génération. Et je pense qu'il est temps de casser ça et de se rendre compte que la maman n'a pas besoin d'avoir cette culpabilité qui n'est absolument pas nécessaire et au contraire qui va la stresser plus qu'autre chose dans la maternité. Et donc le postpartum dans les 3 mois, il va y avoir tous ces changements de rythme. Un bébé n'en a pas encore beaucoup, on découvre son rôle de maman. Il y a cette casquette de couple qui change, on est des couples sexués qui se sont séduits mais tout d'un coup on devient papa-maman, savoir que c'est pas du tout le même type d'amour et donc c'est pas facile des fois de jongler. Et puis la maman a tellement un corps qui a été modifié, des variations hormonales qui sont aussi par exemple pendant l'allaitement, chaque fois qu'elle allaite elle a des shoots hormonaux qui arrivent et donc qui peuvent la perturber et donc tout ça doit être expliqué en amont pour qu'on puisse bien gérer la gestion du couple aussi, de voir un petit peu comment le coparent peut trouver sa place. Et puis, un autre point clé, c'est le postpartum après 3 mois. Souvent, pas toujours, mais beaucoup de femmes vont reprendre le travail. Eh bien, comment est-ce qu'on vit ça ? Comment on peut se préparer à ça ? Parce que la majorité des femmes vont avoir la boule au ventre quand elles vont déposer leur enfant à la crèche, même si d'un côté, des fois, elles sont contentes, elles vont avoir ce sentiment un petit peu de « je suis contente de retourner au boulot et en même temps, je culpabilise, je devrais être auprès de mon enfant ». Et donc, elle va vraiment avoir ce regard aussi de la société, du retour de congé maternité. Il y a plein de choses, plein de jugements, de culpabilité qui se met aussi en place. Eh bien, comment on peut anticiper ça ? Mon objectif, c'est que vous soyez la plus heureuse et la plus épanouie et que vous viviez votre maternité et que vous puissiez vous sentir bien aussi dans votre reprise du boulot. Donc le lâcher prise, se dire ok, voilà, là pendant 1 an, voire 3 ans, donc c'est les 3 premières années les plus compliquées, mon organisation elle va être peut-être différente. Ça ne veut pas dire que je ne peux plus rien faire, ça ne veut pas dire que ma vie d'avant elle est terminée, pas du tout, mais il va y avoir un lâcher prise parce que effectivement ce bébé va demander du temps, de l'organisation et donc comment est-ce que je fais pour quand même, moi, en tant que maman, et moi surtout qui prend soin énormément de l'autre, qui pense à la place de ce bébé, qui doit essayer d'anticiper ses besoins, comment je fais pour moi être disponible psychiquement et physiquement pour lui ? Il faut que moi-même je sois bien. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression, de burn-out ou de femmes qui sont malheureuses, en fait, qui ne sont pas épanouies dans leur maternité parce qu'elles donnent tellement qu'elles n'ont plus rien après pour elles. Et donc, ce qui est important, c'est moi j'ai toujours une maman qui se sent bien dans ses baskets, qui est heureuse, elle est capable d'ouvrir son amour et de donner tellement d'amour et de bienveillance et de patience envers son enfant. Et donc, moi, je trouve ça très, très important d'avoir un juste équilibre, et c'est là que sert le coparent aussi, de pouvoir un juste équilibre entre prendre soin de soi et prendre soin de l'enfant, même si au début, la balance va être très forte pour l'enfant, mais progressivement, il faut absolument qu'il y ait toujours de la place pour le bien-être et que la maman se sente bien dans son corps et bien dans sa tête. Et puis on a le postpartum à long terme, évidemment il y a des points clés, vous devez savoir le périnée, les abdos, qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas faire. Après vous pouvez vous inscrire en salle, vous pouvez aller faire votre rééducation périnéale évidemment, mais c'est quand même chouette de savoir en amont ce que vous êtes capable de faire, ce que vous pouvez faire, ou en tout cas d'avoir des ressources pour les retrouver. Par exemple, moi les filles qui sont dans Happy Maternity, elles ont toutes les ressources. Imaginons qu'elles sont à 4 mois, pendant 1 mois, elles n'ont pas été dans l'accompagnement parce qu'elles étaient occupées tout à fait dans autre chose. Elles peuvent revenir, retrouver les vidéos et dire « Ah oui, tiens, ok, là maintenant j'ai envie de commencer à refaire un peu d'abdos. Comment en 5-10 minutes par jour, je peux travailler mes abdominaux ou 10 minutes tous les 3 jours pour commencer ?» sans devoir aller à la salle de sport, sans devoir aller chercher les informations, j'ai tout qui est ici, tout qui est accessible. Hop, je clique sur la vidéo, hop, je prends ma fiche, hop, je fais mes exercices. Et c'est vous faciliter la vie parce que je sais qu'à ce moment-là, vous êtes occupé dans cette tempête de la maternité, donc je reprends l'exemple de la tornade, vous êtes en pleine tornade et vous allez vous dire comment est-ce que je peux faire pour barricader mes fenêtres ? Et en fait, pour manger, parce que du coup, je n'ai plus grand-chose, comment je vais faire ? Ah, attention, il y a la tornade. Et donc, vous devez tout le temps avoir l'esprit occupé physique et psychique et en même temps penser à votre survie. Ça devient compliqué.
ça devient très compliqué et ça vous fatigue encore plus. Alors que si en amont, vous avez déjà vos objectifs, ce qui vous fait du bien, on fait par exemple un petit exercice où on fait des listes avec, donc pendant que les mamans sont enceintes, qu'est-ce qui leur font du bien, à quel moment elles se sentent heureuses, ça peut être des détails, mais on fait des petites listes comme ça et ces petites listes, elles peuvent la garder pour après l'accouchement et le partager par exemple avec le coparent et ça permet d'entendre dire « Ok, là j'ai une demi-heure devant moi, qu'est-ce que je fais ?» Ça je sais que ça me fait du bien, je vais le faire. Je vous assure que tant que vous n'êtes pas passé par là, ça paraît complètement idiot. Mais une fois qu'on y est, on est très très content d'avoir cette facilité, cette accessibilité là de se dire « Ok, je sais ce qui me fait du bien. » Parce que honnêtement, on peut le dire, on a le cerveau un tout petit peu retourné en maternité et surtout en plus quand on reprend le travail, qu'on a d'autres responsabilités et qu'on a d'autres organisations. Et évidemment, prévenir juste la maman du sommeil, d'arrêter de penser qu'un enfant un jour fait ses nuits et puis voilà, c'est la vie. Non, un enfant va des fois faire un peu ses nuits, puis un peu plus, puis un peu ses nuits, puis un peu plus. D'autres auront un sommeil nickel, d'autres auront un sommeil très compliqué. Et non, ça n'est pas la faute de la maman. Il y a des enfants qui sont gros dormeurs, des enfants qui sont moins dormeurs, des enfants qui sont plus angoissés, d'autres beaucoup plus détendus. Chacun, on voit bien de toute façon, vous prenez un même couple, une même maman, vous aurez des enfants différents, avec des personnalités différentes. Il y a des trucs qui vont fonctionner pour un enfant et pas pour d'autres. Mais c'est simplement donner des tips sommeil, par exemple, pour la maman, en lui disant ça c'est normal, ça c'est moins normal, vous pouvez essayer ça parce qu'il y a des choses quand même qu'on connaît, des guidelines qu'on connaît chez les bébés et donner des petits trucs et astuces. Je pense au reflux aussi, c'est un truc que vous devez avoir facilement ces informations-là. Donc, vous comprenez bien que pour moi, la préparation à la naissance, c'est un mot que j'ai un petit peu du mal, j'aime bien dire préparation à la maternité. J'aurais peut-être déjà changé un peu ces termes-là. Si vous en avez un que vous trouvez, envoyez-moi un petit message par Insta, je serais très contente d'échanger avec vous pour trouver autre chose que la préparation à la naissance, parce que c'est complètement erroné. Arrêtons simplement de penser que bien se préparer, c'est simplement faire ses positions, gérer un peu ses contractions et accoucher en position qui nous convient. Non, arrêtons parce que ça, c'est 20-30% de votre maternité. C'est compliqué, je ne dis pas le contraire. Mais vous pourriez avoir aucune préparation, que vous allez finir par accoucher et qu'il y aura au pire une équipe médicale qui va vous soutenir très très fort et peut-être devoir plus vous guider et que vous n'allez peut-être pas hyper bien le vivre. Voilà, et donc du coup déjà ça va influencer votre postpartum, mais surtout la période compliquée, elle est juste après en fait. Et donc c'est ce que je dis toujours, visualisez une sportive de haut niveau qui fait sa compétition, normalement après qu'elle ait tout donné, qu'elle met toutes ses forces, et une préparation qui lui a peut-être pris 3 ans pour aller au JO, voire beaucoup plus. Ici là on est préparation sur 9 mois, elle donne. Et encore 9 mois, imaginons que vous avez eu des difficultés à avoir un enfant, peut-être que ça a été plus long psychiquement et physiquement, les stimulations hormonales, très compliquées, peut-être que vous avez vécu un deuil juste avant. Mais donc, vous vous êtes préparé physiquement, vous avez donné tout ce que vous pouviez le jour J de l'accouchement. Et là, au lieu de vous dire « t'es en récup sportive, tu vas pouvoir te détendre, te reposer », eh bien non, tu vas saigner, tu vas avoir mal, tu vas avoir des contractions, tu auras une chute hormonale, tu auras une montée de lait, mais avec tout ça en plus, ces complications que tu auras par la suite, tu vas avoir un bébé dans les bras et surtout, tu as intérêt à être très heureuse et à sourire parce que ton bébé et toi, vous êtes en bonne santé, tout s'est bien passé, donc sois heureuse. Et donc là, on se retrouve en te disant non. Parce que là, le postpartum est très complexe. Et pourquoi c'est hyper important pour moi ? Parce que le lien mère-enfant va se créer à ce moment-là. Et c'est là qu'on va faire des futurs êtres humains qui seront épanouis, détendus. Pourquoi on a des prisons qui sont remplies, des hôpitaux psychiatriques qui sont remplis? Parce que aussi peut-être qu'on n'a pas soutenu suffisamment les mamans pour qu'elles puissent apporter cette disponibilité psychique et tout cet amour correct et qu'elles puissent elles-mêmes soutenir et supporter leur enfant qui va grandir, évoluer et se sentir lui-même épanoui. Et donc je pense que dans le lien mère-enfant, plus on va soutenir les mamans, plus elles seront épanouies, plus on va améliorer cette qualité relationnelle et plus on fera une humanité qui sera bien dans ses baskets, où on se sentira bien et on sera capable d'aller vers l'autre parce qu'on aura eu ça nous-mêmes. On aura eu quelqu'un d'épanoui, heureux, qui a su prendre soin de nous, nous montrer le chemin du bonheur et donc on n'aura qu'une envie, c'est de faire la même chose autour de nous en fait. Et donc voilà, ça c'est un petit peu mes croyances. Donc retenez dans les points clés d'une préparation à la naissance, vous avez les informations sur la grossesse, comprendre ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, votre gestion des petits tracas éventuels, la gestion de la douleur, évidemment, comprendre c'est quoi une contraction, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utérus, les différents outils pour gérer votre douleur,
Après, comment accélérer le travail, faciliter la descente. Donc ça, c'est les positions pendant les contractions, favoriser certaines hormones. On peut le faire soi-même avec quelques petits exercices pour accélérer votre travail. L'accouchement, à comprendre c'est quoi une épisiotomie, c'est quoi forceps ventouse, et qu'on comprenne dans quel cas c'est important et comment est-ce qu'on peut bien gérer ça aussi. De nouveau, ce côté de lâcher prise et d'arriver à se dire quoi qu'il arrive, je vais bien le vivre. Mais ça demande un tout petit peu de préparation et surtout, j'ai envie de dire, de se préparer au postpartum. Il faut que vous ayez les informations avant la tempête et pas en plein dedans. Si vous êtes en plein dedans, pas grave, allez chercher l'information. Mais vous devez avoir un soutien énorme pour pouvoir gérer le postpartum immédiat, avoir des infos sur ce qui va se passer. Et puis, à un petit peu plus long terme, ça on est parfois un peu moins pressé, mais c'est quand même bien d'avoir au moins les informations sur la culpabilité, la reprise du travail, la crèche, comment ça va se passer, le rythme d'un bébé, des nuits, les 3 premières années, qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle du sommeil, les dents, les maladies. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. C'est toujours compliqué d'avoir un bébé, te dire il a ça comme symptôme, est-ce que je l'emmène aux urgences ou chez le pédiatre ? Dans le moment même où vous y êtes, c'est assez complexe en fait, on est assez mitigé. Moi je me suis retrouvée dans la voiture à 11h30 du soir avec notre petite qui avait une toux un peu bizarre, à se dire, en plus on était kiné, donc on allait ausculter, machin, oui tu crois, oui non je pense, on va la coucher quand même, donner des médicaments, oui mais non, puis on s'est retrouvés à 23h30 dans la voiture, à se dire on y va, on était prêt à démarrer, puis dire ouais mais en fait là regarde tout d'un coup, elle respire très très bien, là ça a l'air quand même très bien, je la vois pas aller aux urgences, ouais non t'as raison, oui mais enfin en même temps on dirait qu'elle a un objet bloqué, oui mais non, regarde. Et donc en fait si j'avais eu toutes des infos avant et des tests qu'on peut faire, il y a un super bouquin, moi que j'aime bien, d'un urgentiste, Toubib or not Toubib, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta si vous voulez que je vous donne les références, qui est très chouette à lire, que vous pouvez lire simplement à la fin de votre grossesse si vous avez envie. Ça vous donne des petites infos quand même sur tiens mon enfant a tel symptôme, il a tel âge, qu'est-ce que je dois faire. Ça paraît beaucoup, mais oui, c'est comme quand vous décidez d'acheter une maison, vous avez peut-être des plans d'architecte, peut-être chercher un plombier, peut-être voir la décoration, vous allez prendre du temps pour avoir plein d'infos. C'est un petit peu la même chose. Et je vous assure que ça change tout dans votre maternité, dans votre couple et dans votre épanouissement personnel et professionnel, de vous dire ok, là je me sens bien, j'ai de quoi gérer. C'est quand même un des seuls rôles de notre vie où on n'est absolument pas formé. Demain, vous voulez faire un job d'étudiant de boulangerie, faire la caisse au supermarché, on va vous apprendre un minimum de choses. Mais vous allez avoir un enfant, la plus grande tempête de votre vie, on ne vous apprend rien, on se dit que c'est naturel et physiologique et vous allez vous débrouiller. Et on voit où on est pour l'instant, la majorité de la population. Donc voilà, c'est un peu les points clés que j'avais envie de vous dire. Je suis désolée, j'étais un petit peu long, 45 minutes, c'est beaucoup trop long. Mais j'espère que ça vous a plu. Je retrouverai peut-être certaines au live tout à l'heure, on sera passé quand vous aurez le podcast, ça sortira le lendemain, je pense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur Instagram si vous avez d'autres questions, d'autres envies. C'est avec grand plaisir toujours que j'échange avec vous. À bientôt.